Nous allons passer à la table ronde suivante sur les financements, en quoi les solutions peuvent être innovantes, que ce soit dans la banque, dans le private equity, la finance participative, les fintech. J'appelle pour cela, par ordre alphabétique, Stéphane Collin de chez Afrique Invest. Venez me rejoindre. J'appelle Nuno de Ayala Boaventura de chez Steering Legal. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. J'appelle Francisco de Moussa de la BGFI Banque. Venez me rejoindre. Bonjour, bonjour. Et puis j'appelle Arnaud Ventura de chez Baobab. Allez, venez donc nous rejoindre. Voilà. Bonjour, bonjour. Monsieur de Mousseau. Bonjour, monsieur. Voilà. Et donc, il nous manque Stéphane Collin. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là, Stéphane Collin? Il m'a dit tout à l'heure qu'il serait bien parmi nous. Bon, ben, vous avez vu, la table ronde précédente, ils nous ont dit plein de choses. Voilà, si vous voulez vous installer par respect pour les autres, voilà, par respect pour les autres, si vous voulez vous installer. Est-ce que Stéphane Collin est dans les parages? Ce serait bien. Alors, je vais vous présenter donc cette table ronde sur le financement, les solutions innovantes aujourd'hui pour accompagner la transformation. Et si on peut se mettre en chasse de Stéphane Collin, ça serait une bonne idée. Alors, je vais vous présenter très rapidement. Donc, alors, toujours par ordre alphabétique, Nuno de Ayala Boaventura, Managing Partner chez Steering Legal, qui est un cabinet d'avocats français avec des bureaux en Afrique, notamment à Abidjan et à Niamey. C'est ça qui est intéressant, un pays auquel on pense peu, et notamment spécialisé sur les PPP. Francisco de Mousseau, voilà, bonjour monsieur, donc vous êtes le directeur général de la BGFI Banque à Paris. C'est la première banque d'Afrique centrale, banque gabonaise, premier groupe bancaire d'Afrique centrale. Et vous dirigez la filiale française, bien sûr, qui est spécialisée sur les financements du commerce international, mais pas seulement. Voilà. À vos côtés, il y a Arnaud Ventura. Voilà, bonjour Arnaud, fondateur et PDG de Baobab. Vous connaissez peut-être Baobab, c'est l'ex-Microcred, société de finance digitale spécialisée dans l'inclusion financière. En bref, le microcrédit, il est très très présent en Afrique. Hein. Vous me dites si je me trompe, hein, du Zimbabwe au Burkina Faso, Madagascar, la RDC, etc. Voilà, toute la question du microcrédit. Et puis donc, il nous a rejoint, voilà, merci mon cher Stéphane d'être avec nous, président d'Afrique Invest Europe, donc pour l'Europe, c'est une société de gestion de fonds d'investissement, société d'origine tunisienne, et vous êtes un des plus gros, une des sociétés de gestion qui a parmi les plus gros fonds en gestion qui sont dédiés à l'Afrique. On parlera beaucoup de private equity avec vous. Voilà. Allez, on va commencer avec Francisco de Mousseau pour la BGFI Banque. Voilà, on va répartir les micros. Les banques sont toujours clouées au pilori. Quand on parle de l'Afrique, on parle aussi des banques françaises qui sont clouées au pilori. Vous avez entendu tout à l'heure, et M. Huet de Bearing Point nous rappelait la timidité des banques françaises, bon, même s'il y a la Société Générale, et qui sont peut-être d'ailleurs en contracyclique, entre parenthèses, parce qu'elles sont parties au moment où ça redevenait bien en Afrique. Bon, on parle toujours de cette timidité, et puis on dit toujours que les banques ne sont pas assez sur le financement du long terme en Afrique, mais beaucoup trop sur les problématiques de financement du commerce international. Est-ce que le procès est vrai ou faux, monsieur? Merci de me donner la parole. Tout d'abord, je tenais à remercier donc, le MOSI et le CIAN pour cette invitation. BGFI Banque est le premier groupe financier d'Afrique centrale, comme vous venez de le dire. Disais, oui. Nous sommes une banque africaine créée par les Africains pour l'Afrique. Donc à chaque fois que l'opportunité nous est donnée d'échanger sur les enjeux africains, écoutez, nous en sommes très satisfaits. Quant à votre propos, il y a une réalité qui est celle de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, en particulier l'Afrique subsaharienne, souffre d'une insuffisance de ressources, oui, notamment à long terme. Donc du coup, cela se traduit immédiatement par les financements que le secteur bancaire est en mesure d'octroyer. Il y a une réalité, les banques africaines aujourd'hui sont à l'origine du financement des économies et prennent une place de plus en plus importante. En revanche, la structure des financements qui est octroyée, notamment la durée des financements, est un réel sujet et un frein au développement de l'économie africaine. Bon, et puis il y a le problème de l'interbancaire, bien évidemment, qui est assez faible en Afrique. Alors, comment être innovant aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez en termes de financement du commerce international? Les entreprises africaines qui sont donc sous-capitalisées, qui ont peu d'argent, peu de trésorerie, ou qui ont besoin même d'en garder pour
acheter leurs imports, parce que l'accès aux devises n'est pas facile, l'accès au crédoc n'est pas facile, est cher. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour améliorer la situation en matière de commerce international pour les entreprises africaines qui importent et qui exportent? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'émergence des acteurs africains aujourd'hui est une innovation en soi et une nouveauté du paysage bancaire. Donc, les banques africaines aujourd'hui connaissent le terrain, connaissent les portefeuilles, connaissent les opportunités, connaissent les données et sont les mieux placées aujourd'hui pour pouvoir accompagner le financement de l'économie. En ce qui concerne BGFI Bank, nous offrons aujourd'hui des solutions. Nous sommes présents dans 11 pays déjà, à travers le monde, en France et dans 10 pays africains. Notre business model est adapté aux réalités du terrain, c'est-à-dire qu'au Bénin, nous aurons une banque commerciale qui sera davantage orientée banque de détail, là où nous aurons une banque un peu plus élitiste au Gabon. Et donc notre savoir-faire aujourd'hui, il est clairement de pouvoir apporter des solutions sur mesure à l'ensemble des acteurs, tels qu'ils soient, en fonction des économies. Oui. À Paris, notre activité, c'est le financement du commerce international. Donc aujourd'hui, nous sommes un trait d'union entre les acteurs européens qui souhaitent investir en Afrique et les banques et les acteurs africains qui échangent avec le reste du monde. Comment baisser le coût du crédit documentaire, par exemple, des crédocs? Le coût aujourd'hui est directement impacté par la notion de risque. La connaissance du terrain est l'élément majeur aujourd'hui pour pouvoir faire une proposition qui soit compétitive. Donc, en ce qui concerne BGFI Bank, notre connaissance du terrain aujourd'hui nous permet d'être compétitifs sur ces sujets-là. Nous allons au-delà, en termes de modèle de risque, au-delà des ratings, au-delà des agences de notation, au-delà de la politique souveraine, de la politique, des politiques locales, et nous proposons aujourd'hui des solutions sur mesure pour pouvoir accompagner les économies locales. La question de l'aversion au risque, notamment des banques françaises, est-ce que c'est un vrai problème aujourd'hui? Est-ce que c'est une erreur d'appréciation, parce qu'il y a quand même d'autres banques européennes, et qu'elles sont trop complètement ankylosées, prisonnières des règles de compliance, voire de la hantise de l'argent sale? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a 2 critères majeurs pour pouvoir réussir en Afrique. Le premier, c'est s'implanter en Afrique pour y rester. On constate que tous les 10-15 ans, de nombreux acteurs s'implantent et repartent. Donc, capitaliser sur les problématiques qui sont celles de l'Afrique demande et implique de pouvoir montrer à ses partenaires, à ses clients, à ses fournisseurs, le fait que l'on veuille rester. Le deuxième critère, c'est la transformation. Nous sommes dans des environnements qui changent tous les jours, qui changent très rapidement, et donc il faut avoir ça dans son ADN. Nous sommes un groupe bancaire africain, donc nous devons nous développer par l'Afrique et sur le terrain. Les banques européennes et les banques françaises, d'une manière générale, sont clairement aujourd'hui en retrait du continent, même si aujourd'hui le discours est un peu contraire. On constate des grandes banques aujourd'hui qui sont en retrait par rapport à ces problématiques de conformité. C'est un sujet réel qui est directement impacté par des problématiques de gouvernance. Et de compliance, oui. Mais en tant que banque et groupe bancaire africain, nous travaillons avec ces normes internationales, nous en tenons compte et nous sommes les mieux placés, si je puis dire, pour pouvoir traiter de ces sujets. Arnaud Ventura, qu'est-ce que vous pensez? Alors, je vais vous poser une question un peu annexe pour vous, parce que lui, il fait du microcrédit, parce que pour tous ceux qui ne sont pas bancarisés, bien évidemment, et on sait que c'est encore le lot de l'immense majorité, enfin d'une grande majorité de la population africaine, qu'est-ce que vous pensez, avant qu'on parle de microcrédit et de finances inclusives et de digitalisation de la finance, qu'est-ce que vous pensez des banques en Afrique? Et est-ce qu'elles commencent à changer? Ça commence sans doute par ce que vous avez dit. Il y a 80% de la population dans un grand nombre de pays africains qui n'a pas accès aux services financiers. Donc les banques en Afrique ont encore beaucoup de travail à faire. Oui. Est-ce que ça change? Nous, ça fait 20 ans que je travaille en Afrique, ça fait 10 ans qu'on a commencé à y investir. Ça ne change pas suffisamment vite de mon point de vue, ce qui explique qu'en créant un groupe de 0 il y a 10 ans, on est prêté l'année dernière 1 milliard d'euros à 1 million de clients. Donc ça ne change pas suffisamment vite. Il y a encore beaucoup à faire en Afrique. Il y a un immense marché pour les banques, mais qui n'est pas saisi par ces banques. Mais je vous pose un peu la question de manière iconoclaste, parce que vous avez intérêt à ce que les banques restent faibles, en quelque sorte, pour que les gens ne se bancarisent pas et prennent du microcrédit chez vous.
Ou est-ce que l'idée, c'est quand même d'accompagner vers cette maturité de la bancarisation? Mais l'idée, je pense que ce à quoi vous faites référence, c'est qu'il y a une sorte de mythe que les institutions de notre type, c'est-à-dire qui ont démarré dans la microfinance, vont accompagner des clients vers les grandes et belles banques. Oui. La réalité, c'est que les grandes et belles banques sont souvent pas très efficaces, pas très sympathiques pour le client, et que souvent ces clients préfèrent rester avec les institutions qui les accompagnent depuis le début et qui les accompagnent à grandir. Même quand elles se sont structurées. Même quand ils se sont structurés. Nous, on a beaucoup de clients. On a commencé il y a 10 ans, on était effectivement essentiellement concentré sur des microcrédits. On prêtait quelques centaines d'euros jusqu'à quelques milliers d'euros. Aujourd'hui, on prête jusqu'à 200, 300 000 euros à des clients qui sont des PME. 35% de nos clients sont des PME. Ce qu'on envisage dans les 3 ans à venir, c'est que ce soit 50 à 55% de nos clients qui soient des PME, parce que c'est essentiellement ces clients qu'on a accompagnés à grandir et qui continuent à trouver plus simple de travailler avec nous que d'aller dans une banque. Plus simple, c'est le mot-clé. Oui, mais alors, comment vous financez vous-même? Parce qu'il faut avoir les reins solides pour apporter des tickets à 300 000 euros, comme vous me disiez. Première question. La vraie innovation, elle est peut-être là, des tickets aussi gros pour vous. Et puis, deuxièmement, comment vous vous assurez que vous ayez qu'il y ait un bon scoring et que vous rentriez dans vos fonds quand on est sur des gros volumes là? On se finance comme les banques. Oui. On a partout en Afrique. Aujourd'hui, on est présent dans une dizaine de pays en Afrique et en Chine. En Afrique, on a systématiquement des licences nous permettant de collecter des dépôts, donc soit des licences bancaires, soit des licences nous permettant de collecter des dépôts et de l'épargne. Donc comme les banques, on collecte des dépôts qu'on recycle en prêtant à nos clients. 60% de notre financement en Afrique vient des dépôts, 40% vient de prêts bancaires ou de fonds internationaux qui nous financent. Ça, c'est sur la première question. La deuxième question, quel type de scoring, comment on évalue nos clients? À l'origine, on les évaluait très directement en allant leur rendre visible. Nos clients sont des petits commerçants, on leur pose un certain nombre de questions et ça nous permet de savoir s'ils sont fiables et si on peut leur prêter de l'argent. C'est comme ça qu'on a commencé. Ça paraît très rudimentaire, mais ça a historiquement donné un portefeuille à risque de moins de 1%. Parce qu'on a d'assez bonnes techniques finalement pour évaluer. Aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on est en train de digitaliser tout ce qu'on fait. Depuis 2-3 ans, on a automatisé une grande partie de nos décisions de crédit. Ce qui fait que l'année dernière, 50% de nos crédits ont été octroyés via le téléphone mobile en quelques secondes avec des décisions automatiques et des processus de scoring et des décisions automatiques. Et ça, c'est par une maîtrise de l'extraction data, quoi. C'est par une maîtrise de la donnée. Effectivement, c'est parce que ce type d'activité aujourd'hui est consacré principalement à des clients qui ont un historique avec nous. On a depuis 10 ans, près de l'année dernière, je vous l'ai dit, on a un peu plus d'1 million de clients. On a servi près de 1,5 million de clients sur lesquels on a de la donnée comportementale qui nous permet d'en tirer des conclusions par rapport à la décision de crédit. Alors Arnaud Ventura, pour rester sur les banques, et puis après, je reste un peu sur les banques avec vous et votre voisin, puis après on parlera private equity et PPP. Et d'ailleurs, vous pourrez nous donner, messieurs, votre avis sur les systèmes bancaires, bien évidemment, dont vous avez besoin, qui sont au cœur de votre système. Arnaud Ventura, qu'est-ce que vous pensez quand même des opérateurs de télécom? Il y a Bruno Metling qui sera avec nous tout à l'heure, bien évidemment, de chez Orange. Et quand on pense au M-Banking, on pense à Orange et au Kenyan, bien évidemment, donc tout ce qui a été fait avec Safari.com. Bon, qu'est-ce que vous pensez des opérateurs de télécom qui vont avoir des licences, ils la demandent en Côte d'Ivoire, par exemple, qui vont être de plus en plus agressifs, entre guillemets, sur votre marché? Comment vous les voyez? Concurrents, coopérateurs, complices? Il y a une convergence entre tous les acteurs qui connaissent le client, que ce soit les opérateurs de téléphone, les opérateurs de paiement, au-delà des opérateurs téléphoniques, que ce soit les institutions financières. Et donc après, il y a plusieurs façons, ça peut se dérouler de plusieurs façons. Ça peut être de la concurrence, ça peut être de la collaboration. Il se trouve qu'on a signé avec Bruno justement un partenariat pour travailler avec eux dans un certain nombre de pays. Avec Orange. Orange, on travaille avec eux dans un certain nombre de pays où nous offrirons nos services financiers aux clients de Orange. Dans d'autres pays, ça peut être de la compétition. Il n'y a pas de solution unique. Et par ailleurs, nous-mêmes, on est de plus en plus actifs dans le domaine du paiement. Donc, pour moi, tous ces acteurs vont converger vers une offre qui est dans l'intérêt du client. Encore une fois, on a 80% de la population dans un certain nombre de pays, 60% en moyenne en Afrique subsaharienne, qui n'a pas accès aux services financiers. Donc, il y a de quoi faire. Les opérateurs téléphoniques comme les banques sont bienvenus. Et vous pouvez faire du crédit long terme, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, la question pourrait venir ou pas? La question viendra dans le futur. Pour l'instant, nos produits sont essentiellement tournés
vers du crédit de 1 à 3 ans. La moyenne de nos crédits, c'est des crédits de 11 mois. Bon, alors Francesco De Musso, vous n'avez pas l'impression que vous allez être ubérisé, là, les banques aujourd'hui, peut-être moins vous, les banques africaines, que les banques européennes, je ne sais pas. C'est un ancien de Planète Finance. Bon, pour la petite histoire, vous connaissez aussi, parce que lui aussi, c'est un ancien de Planète Finance. Donc, bon, vous avez fait vos armes dans le microcrédit tous les deux. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même que ce système de microfoncier malin couplé avec la pertinence du data et donc des gros investisseurs qui vont venir des télécoms ou d'ailleurs vont vous capter une grosse partie de cette clientèle qui monte, dont on sent qu'elle monte, c'est quand même l'entrepreneuriat. Écoutez, comme toute forme de concurrence et de contrainte, elle offre également des opportunités. Ce qu'on constate aujourd'hui sur le développement notamment du mobile banking en Afrique, il y a eu un premier trend qui est celui des opérateurs de téléphonie qui, sur la base de la couverture et de leur technologie, ont su aujourd'hui transformer l'équipement des ménages ou des particuliers africains comme étant une source d'opportunité pour pouvoir développer des services financiers. Évidemment, les banques ont suivi le mouvement, essayent de le rattraper. En revanche, je pense que nous sommes sur des marchés qui sont jusqu'à présent distincts. Le mobile banking est une véritable solution au secteur de l'informel, à la problématique de distance dans certaines villes ou dans certains territoires africains qui ne sont pas couverts. Maintenant, ce qu'on constate, c'est compte tenu de l'impact que cela a dans le secteur financier, les différents régulateurs s'y intéressent, notamment les banques centrales. Et aujourd'hui, on rentre dans un contexte de convergence pour pouvoir essayer de coupler les deux compétences, celle à la fois technologique dont disposent les opérateurs de téléphonie et celle des banques, puisque derrière les banques, il y a quand même un savoir-faire, une connaissance de leur clientèle et de leurs particuliers qui permet aujourd'hui d'encadrer, de mieux gérer le risque et également de pouvoir offrir des solutions à leurs clients. Stéphane Collin, comment vous voyez-vous les choses, vous qui faites du private equity, et on va dire qu'à la limite, c'est peut-être le private equity qui pourrait, face aux carences du fléchage des dettes, eh bien, prendre le relais et avoir devant lui un boulevard en quelque sorte en Afrique. Pourtant, on est sur des chiffres modestes. Aujourd'hui, du private equity, c'est environ 1 milliard par an, enfin, c'est à peu près les chiffres, 1 à 2 milliards. Enfin, j'ai même vu jusqu'à 3 milliards d'ailleurs, entre parenthèses. Bon, ça avait pas mal grimpé, le private equity, puis ça s'était écroulé avec évidemment la chute des marchés de matières premières. Où en est aujourd'hui le private equity en Afrique? Est-il taillé pour les besoins économiques des entreprises africaines? Alors, merci beaucoup de ce forum parce que nous avons démarré sur un bon pied sans faire le procès des banques, ce qui est une très bonne chose parce que c'est trop facile et on consomme 45 minutes à taper sur des opérateurs à qui, il nous semble, nous demandons un risque-retour totalement déraisonnable. Donc à l'arrivée, quand la banque ne prend pas des risques déraisonnables pour un retour déraisonnable, évidemment, elle est dans son job. Ce qui fait qu'il y a besoin d'une capitalisation du continent et le private equity joue son rôle. Donc Afrique Invest, nous, c'est un groupe africain qui est né en Tunisie il y a 25 ans, qui gère à peu près 1,3 milliard et qui d'ailleurs investit de façon assez régulière nous-mêmes dans les fonds propres des banques. Donc nous sommes actionnaires aujourd'hui d'une dizaine ou d'une quinzaine de banques africaines, évidemment, que ce soit Prime Bank au Kenya ou que ce soit Bridge Bank en Côte d'Ivoire ou des banques au Zimbabwe, certains instituts de microcrédit de grand talent aussi. Donc on participe finalement à la capitalisation du continent de façon directe dans le financement des PME et des ETI africaines, et aussi par le financement du capital, Tier 1, des banques et des institutions financières, également au niveau des cabinets d'assurance. On est actionnaire de plusieurs assurances africaines. Donc, nous, ce que l'on considère, c'est que non seulement les banques font leur travail, quand elles sont sollicitées sur les bons risques et sur les bons retours qui sont face à ces risques-là. C'est la même chose sur le private equity. On arrive à déployer finalement notre capital sur des projets qui justifient dans leur présentation
du capital à long terme. Et là, je pense que ça va parler à toute la salle. On met de l'equity contre des profits. Et ce qui est marquant dans le portefeuille des sociétés d'Afrique Invest, nous avons investi dans à peu près 150 sociétés depuis une vingtaine d'années, c'est la rentabilité des sociétés du portefeuille. Enfin, c'est même une hyper rentabilité. Et il y en a qui vont dire qu'en quelque sorte, vous ponctionnez la bête, en quelque sorte. Et notamment, on voit des choses dans l'éducation où effectivement les retours sur investissement, dans l'investissement privé, dans l'éducation privée, pardon, sont très très importants pour les fonds de PE. Alors évidemment, nous, on ne pense pas du tout qu'on ponctionne la bête parce que nous sommes les vecteurs de la capitalisation du continent. Ce $1,3 milliard, pour faire simple, provient de qui? Elle provient pour à peu près 2/3 des agences de développement mondial, qui sont certainement représentées dans la pièce, donc Proparco, le FMO, Bio, qui ont très vite compris il y a une vingtaine d'années que la capitalisation du continent, par le développement d'un secteur privé fort et autonome, créait beaucoup d'impact. Car ces agences ne cherchent pas du profit pour des profits, elles ne se lèvent pas le matin en se disant « je vais maximiser mes retours sur investissement », elles réfléchissent à l'impact et au développement du continent. Or, il n'y a rien de plus rentable, il n'y a rien qui crée plus d'impact que la rentabilité. Sinon, on est dans d'autres secteurs, on est dans d'autres domaines. Donc nous, on a la faiblesse de penser qu'une école très rentable, on est actionnaire d'écoles au Ghana qui sont fortement rentables, ce cash flow nous permet d'ouvrir le 3e campus de ce groupe d'écoles. Nous l'avons fait au Kenya. Nous avons développé un certain nombre d'écoles au Kenya. Et à partir du moment où ces écoles ont été très rentables, elles ont pu se développer et nous avons été très heureux collectivement. Ouais. Où est-ce que le private equity a aujourd'hui investi en Afrique? On dit beaucoup dans l'hôtellerie, le tourisme, l'éducation, etc. Et peut-être pas assez dans le manufacturier. Est-ce que vous confirmez? Non. On arrive à déployer du capital. Nous sommes actionnaires d'usines d'injection plastique. Non, mais vous peut-être, mais l'industrie du private equity. Oui, écoutez, quand on regarde les investissements de nos confrères, on voit un certain nombre de projets industriels dans la logistique, dans le packaging, dans l'injection plastique, dans la distribution aussi. Faut pas négliger cela. Donc on arrive à trouver des projets. Ce qui est difficile, c'est de faire passer le message aux promoteurs qui recherchent de l'equity, quels sont les bons projets éligibles à de l'equity. Et c'est le travail collectif que nous devons faire sur le terrain. Alors évidemment, d'avoir des équipes très locales. Nous, on a 7 bureaux dirigés par des locaux, donc des Kenyans au Kenya, des Nigérians au Nigeria, qui expliquent sans relâche à la place de Nairobi, à la place de Casablanca, quels sont les projets éligibles pour de l'equity long terme. Et là, évidemment, on peut passer une grande partie de notre temps à éliminer les fausses bonnes idées, mais quand on les trouve, j'y reviens, ces projets sont extrêmement rentables et donc pérennes et donc créent beaucoup d'impact pour les économies africaines. Avant de passer la parole à mon voisin, juste pour rester sur le private equity, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que les sorties peuvent se faire plus facilement, de manière plus transparente, qu'il y a un marché secondaire qui se fait. C'est-à-dire que vous pouvez sortir de vos investissements et ça, bien évidemment, ça apporte une liquidité au marché. C'est vrai, ça? Oui, alors là, je voudrais m'adresser à la salle directement parce que c'est une somme d'industriels qui regardent ce marché à travers votre propre prisme. Il y a 2 messages que je voudrais faire passer aujourd'hui. D'abord, le premier, c'est si vous cherchez des cibles, des consolidations pour vous développer en Afrique, ne négligez pas les portefeuilles des sociétés de private equity. En fait, nous avons fait une très grosse partie du boulot pour vous délivrer des actifs qui devraient pouvoir vous correspondre. On a fait le boulot des KYC, on a fait le boulot de la structuration, on a fait le boulot du management, on a fait le boulot des systèmes d'information et on a fait le boulot en général de la partie panafricaine. Toutes nos sociétés aujourd'hui ont pour vocation à devenir panafricaines. Si aujourd'hui, notre équipe du Kenya, pour prendre l'exemple des banques, elle a 2 jobs, développer Prime Bank sur la partie Afrique de l'Est et de se déployer au niveau Ouganda, Tanzanie ou autre, mais aussi d'aider Bridge Bank, la banque de notre portefeuille de Côte d'Ivoire, à se développer en Afrique de l'Est. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce commerce panafricain qui est intéressant et les fonds de private equity panafricains se mettent au service de leur société de portefeuille pour se développer. Ça, c'est le premier message. Donc, ne négligez pas nos portefeuilles, on a des cibles pour vous. Et la deuxième chose,
c'est que les acteurs du private equity peuvent être un partenaire absolument essentiel pour votre développement sur le continent. Car certes, on a de l'argent, mais vous aussi en général, parce que vous avez de l'Euribor plus 1 à Paris, donc ça, ou même à plus 1, vous n'êtes pas content. Donc allez, Euribor plus 0,5. Mais peut-être que parfois sur le continent, vous ne savez pas une telle géographie, l'Afrique de l'Est, vous maîtrisez moins que l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria reste quand même cette énorme question. Or, les groupes de private equity ont la compétence désormais d'accompagnement. On le fait pour des groupes aujourd'hui européens. Je prends un exemple dans la distribution automobile de Caetano, qui est un groupe portugais. Ils étaient présents dans 2 pays lusophones, puisque c'est un groupe portugais, qui était en déshérence en 2014. Déshérence, ils allaient se retirer de l'Afrique. On a investi à leur côté. On est aujourd'hui présent dans 17 pays. Et ce sont les équipes d'Afrique Invest qui ont aidé à construire un hub en Afrique de l'Est à Nairobi et en Afrique de l'Ouest au Sénégal. Bon, mais vous confirmez que les sorties aujourd'hui se font et que le marché secondaire est liquide. Donc évidemment, si vous nous permettez de faire des très bonnes sorties en vous vendant au juste prix, vous inquiétez pas. Alors, je me tourne vers Monsieur de Ayala Boaventura. Vous êtes avocat d'affaires, steering légal, présent, donc un bureau français très présent au Brésil, présent en Côte d'Ivoire et aussi à Niamey. Tiens, pourquoi à Niamey, cela dit? Parce qu'on parle quand même peu du Niger. Bon, il y a l'uranium. J'imagine que peut-être que vous avez accompagné des deals dans l'uranium. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a accompagné un de nos clients qui était Areva et qui nous demandait d'être présent sur place, d'accompagner au quotidien. Donc nous nous sommes installés là-bas. Et depuis, vous avez trouvé, parce que Areva au Nigeria, c'est peut-être pas toujours ça, vous avez trouvé aujourd'hui Bien sûr, nous avons trouvé d'autres clients, des relais sur place. Au Niger, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de matières premières au Niger et certains de nos clients sont très intéressés. Alors, avant qu'on parle des PPP, parce que c'est ça qui nous intéresse, et puis on reviendra après sur les fintech et le crowdfunding, la finance participative, ce que vous en pensez, messieurs. Avant qu'on parle donc de PPP avec vous, rapidement, vous sécurisez des deals de private equity, par exemple, aujourd'hui ou pas? Oui, vous trouvez que ça s'est professionnalisé en Afrique? Ça s'est professionnalisé en Afrique considérablement. Nous accompagnons beaucoup de sociétés, alors d'ailleurs des sociétés françaises et européennes de manière générale. Et on voit que l'attrait pour l'Afrique est de plus en plus marqué et le professionnalisme est de plus en plus présent. Alors, vous êtes spécialisé sur les PPP. On va faire une petite parenthèse sur les PPP. Et donc, finalement, ces financements de gros projets en partenariat, est-ce qu'il y a concession ou pas? Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais qui se développent. Et on peut penser que l'Afrique peut être un terreau important des PPP quand on voit les gros dossiers d'infrastructures qui sont sortis. J'en veux pour preuve le TGV au Maroc, les aéroports d'Addis Abeba ou d'Accra, le port autonome de Kribi au Cameroun, par exemple, c'est ce que j'avais noté. Voilà, il y a des gros projets aujourd'hui. On peut penser que le PPP est taillé sur mesure pour ces financements en Afrique? Alors oui, parce que l'Afrique a un énorme besoin d'infrastructures, comme nous le savons tous. Plus de 50 milliards par an. Sans infrastructure, c'est difficile de se développer économiquement. Donc les PPP apportent beaucoup d'avantages aux États africains parce que, en d'autres termes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer sur le partenaire privé la recherche du financement, le partenaire privé venant avec l'intégralité du financement. Alors, est-ce que ça se développe? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour ceux qui sont intéressés? Est-ce qu'on peut être sur des plus petits tickets que les méga dossiers d'infrastructure? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le PPP en Afrique? Alors, bien sûr, il n'y a pas que les grands projets. Ce sont ceux dont on entend le plus parler aujourd'hui, parce que ce sont ceux qui font la une. Les grands groupes sont très bien accompagnés, très bien structurés pour aller chercher ces marchés. Nous avons des champions nationaux que sont Bouygues, Vinci, Veolia, etc. Mais nous avons également de très bonnes PME qui hésitent à aller en Afrique, tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment ça marche, parce qu'il y a une difficulté également au niveau du financement. Et c'est là où nous les accompagnons, parce qu'il y a des marchés beaucoup plus modestes qui commencent aux alentours de 20 millions d'euros et qui aident considérablement les pays africains. Alors, l'avantage du PPP pour les États africains, bien évidemment, c'est qu'ils n'ont pas à sortir, à décaisser l'argent, puisque c'est le partenaire privé, encore une fois, qui va aller chercher ce financement auprès des banques de développement françaises ou européennes. Et ce n'est pas inscrit dans la dette. Et ce n'est pas inscrit dans la dette, c'est lissé tout au long de l'année, ce qui d'ailleurs à terme peut poser un petit problème parce que c'est un engagement en bilan, mais il y a ensuite une espèce d'accoutumance au PPP. D'ailleurs, nos collectivités locales françaises en ont fait l'amère expérience. Elles se sont retrouvées très endettées parce que, quand bien même c'est lissé, la dette reste vis-à-vis du partenaire privé. Et si vous prenez beaucoup trop de PPP, à un moment donné, si jamais ça ne marche pas bien, vous pouvez vous retrouver étranglé. Alors, qu'est-ce que vous accompagnez aujourd'hui? C'est des projets en transport, assainissement
eau, déchets, qui vient vous voir pour quel type de deal? Quels sont les pays aujourd'hui qui sont à favoriser en la matière? Est-ce que ça peut être aussi des pays modestes, Malawi, Guinée, Burundi, des pays auxquels on pense moins quand on pense au développement économique en Afrique? Alors, les principaux PPP, au début, c'était dans les télécommunications, c'est là où il y avait les plus grandes marges, donc tout cela, on a accompagné quelques-uns de nos clients. Aujourd'hui, essentiellement, ce sont être des projets dans les énergies renouvelables, soit l'éolien, mais surtout le photovoltaïque, bien évidemment, en Afrique. Les constructions d'infrastructures routières, les ports. Mais d'ailleurs, la difficulté pour les pays africains, c'est non pas de coller juste à un projet, parce qu'un projet seul, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est avoir une vision plus générale du PPP. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien d'avoir un port si vous n'avez pas les routes pour le desservir, ça ne sert à rien d'avoir la route pour le desservir si vous n'avez pas les télécommunications, etc., etc. Alors, vous me posiez la question de savoir s'il y a d'autres pays qui sont intéressés. Alors, nous avons des pays qui sont très en avance en Afrique. Je pense notamment au Nigeria, à l'Égypte, au Maroc. En termes de PPP. En termes de PPP. Ouais. Et on constate que ce sont les pays qui ont très rapidement intégré dans leur législation nationale le PPP. Ce qui n'est pas le cas pour tous les pays. Aujourd'hui, l'UEMOA ainsi que la CEMAC essayent d'harmoniser les législations internes de ces pays-là, mais c'est au cas par cas. Donc la Guinée vient de se doter d'un arsenal, mais voilà, on avance, on progresse. D'ailleurs, on voit que le nombre de PPP augmente en Afrique. Ça reste marginal au regard du nombre de PPP qui sont faits dans le monde. Oui, c'est moins de 2%, de 3%, c'est exactement ça. Mais tous les pays peuvent en bénéficier. Et notamment, alors, les plus petits pays aussi commencent à s'intéresser beaucoup au PPP, encore une fois, parce qu'il y a cette facilité de financement. Et les banques d'exportation européennes financent également ces pays-là s'il n'y a pas de risque pays. Parce que ça, c'est important de faire assurer ensuite par les assurances crédit. Alors, dernière question, est-ce que, un peu vacharde, est-ce que ce n'est pas une façon c'est ce qu'on a souvent dit dans la littérature sur les PPP, notamment en Afrique, est-ce que ce n'est pas une façon de contourner les règles d'attribution des marchés, monsieur? Alors, on a entendu ça de part et d'autre, d'ailleurs, de la part des partenaires privés comme de la part des institutions étatiques, en disant que comme ça, on peut attribuer plus facilement un marché. Alors, la règle est que non, normalement, on doit respecter en toute transparence les règles de passation de marché. Certains pays prévoient quand même la possibilité de gré à gré, enfermé, savoir si la société possède un brevet spécifique qui n'est pas sur le marché. En cas d'urgence, c'est là où ça commence à être un peu difficile, qu'est-ce que l'urgence? Ou sur d'autres marchés qui sont beaucoup plus sensibles puisqu'ils touchent à la défense et à la sécurité nationale. Et là, ce sont des marchés à haut risque. Merci monsieur pour cette parenthèse sur les PPP. Vous pourrez nous donner aussi votre avis sur si vous accompagnez des projets de start-up, par exemple. On va y revenir avec la question des fintech et de la finance participative. Arnaud Ventura, qu'est-ce qui vous intéresse dans la fintech en Afrique aujourd'hui? Il y a des choses que vous voyez à poindre. On parlait tout à l'heure avec Samir Abdelkrim d'innovation inversée. Ben voilà, est-ce que ça pourrait après repartir après des expériences en Afrique, en Europe ou dans les pays mûrs? Voilà, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui dans la fintech en Afrique? Qu'est-ce que vous voyez poindre? Nous, on regarde surtout tout ce qui se passe sur le mobile, oui. Et en particulier, évidemment, le domaine à la fois du paiement sur mobile et du crédit sur mobile. Mais c'est déjà de l'histoire ancienne, ça, non? Pas partout en Afrique. Non, pas partout. Oui. C'est de l'histoire ancienne au Kenya, mais à part le Kenya, c'est à peu près naissant partout. Oui, parlez plus fort dans le micro, on ne vous entend pas bien. Je dis c'est de l'histoire ancienne au Kenya, mais hormis le Kenya, c'est récent dans tous les autres pays africains, en particulier en Afrique de l'Ouest, où ça démarre. Donc on regarde ça avec beaucoup d'attention, on est actif dans ce domaine, on est actif à travers des partenariats, on est actif à travers le développement de nos propres solutions, mais c'est ce qui nous intéresse le plus pour l'instant. On vous propose des solutions, il y a des startups qui sortent basées en Afrique, qui sortent d'incubateurs en Afrique, qui vous proposent des solutions aujourd'hui, ou on reste encore dans le Yaka Faucon? Il y en a beaucoup, elles sont soit en Afrique, soit d'ailleurs en France ou en Europe, et effectivement, on travaille avec elles de différentes manières. Oui. Stéphane Collin, quand je vous ai eu au téléphone, je vous ai posé la question les fintech, il m'a dit bah oui, moi je regarde, mais je ficelle aucun dossier. Pourquoi? Non, ce qui se passe, c'est que nous, on est en Afrique et on a un truc particulier, c'est qu'on a beaucoup d'argent. Alors beaucoup de gens viennent nous voir pour dire bah, tiens, est-ce que tu veux pas investir chez nous? Vous notez bien. Donc on a dû voir sur les 15 dernières années à peu près tous les dossiers de fintech, de start-up du continent, ce qui est une position de veille
il me semble très, très humblement assez unique. Et nous en avons fait 0. Alors pourquoi? Donc à l'arrivée, c'est un peu décevant parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, vous n'arrivez pas à choisir. Et la façon dont on a traité ce sujet particulier des fintech, c'est en investissant d'abord dans l'économie traditionnelle. Donc nous sommes actionnaires de banques relativement traditionnelles ou d'institutions de microcrédit, appelons ça traditionnelles. Et à travers ce deal flow et cette veille techno que nous avons à travers le continent, nous avons mis en garde ou lancé des projets d'innovation à l'intérieur de nos investissements. Et ça, on pense que c'est l'une des façons très pérennes de le faire sur le continent. Plutôt que d'incuber des équipes sur des business models pas très clairs, qui demandent des niveaux de valorisation très importants, sur des niveaux managériaux relativement inquiétants, et donc avec des risques de perte de capital ou de retour assez risqués. On le fait à travers nos banques traditionnelles. Et ces banques traditionnelles, elles sont très rentables, elles sont très efficaces, elles ont des niveaux de management très solides, elles ont un système d'information remarquable. Et là, elles ne veulent pas terminer comme la G7 avec se faire uberiser ici. Donc, elles doivent réfléchir très en amont sur ces nouvelles technos. Et là, pour le coup, on est à la pointe. Et finalement, on se demande si l'innovation en Afrique, ce n'est pas déjà de faire du très bon business, bien rentable et bien pérenne sur le continent, et de savoir agréger ces nouvelles technos qui arrivent et de les déployer. Je prends un exemple. Quand Bridge Bank se déploie au Kenya, comme je vous le disais, évidemment, elle ne vient pas avec son core banking system, elle ne vient pas avec sa lourdeur administrative d'Abidjan, parce que je peux vous dire qu'au Kenya, personne ne l'a attendue, à ce moment-là, elle est morte. Donc on va aller chercher toutes les nouvelles technos qui existent pour les mettre au service de Bridge Bank. Et ça, à ce moment-là, c'est extrêmement créatif, et Dieu sait que pour l'instant, c'est un grand succès. Donc voilà un peu l'approche d'un groupe. Mais ça veut pas l'idée, dire c'est qu'il faut pas peut-être de investir dans changer le d'approche VC. et d'investir directement dans des projets de fintech. Non, Voilà. je ne sais pas si vous avez des fonds de ventures. On peut penser que ça se flèche quand même. Ça démarre, et c'est très bien que l'industrie du venture démarre. Alors, vous dites que les masses du private equity sont faibles en Afrique. C'est entre 2 et 3 milliards par an. Je rassure tout le monde, 2 milliards d'euros, c'est la valeur d'une tour à la Défense. Il ne faut pas s'exciter. On va pas, Par contre, le VC, c'est encore moins. Ce n'est pas avec des fonds de 50 millions qu'on va capitaliser l'Afrique. C'est avec des solutions extrêmement pérennes, développées par des institutions qui sont capables de les maintenir sur la durée. Voilà notre pierre à l'édifice. Et là aussi, petit rappel, le private equity en France, j'ai regardé, c'est 20 à 30 milliards par an. Donc effectivement, on n'est pas du tout pour 60 millions d'habitants. Alors, Monsieur Demousseau, il n'empêche du côté de la BGFI, donc le premier groupe bancaire d'Afrique centrale, le groupe gabonais, on le disait, les fintech, il y a des choses qui vous intéressent, il y a des solutions qui vous intéressent, que vous pourriez proposer. Vous pourriez donc travailler en coopération avec des fintech africaines. Tout à fait. Nous, ce qu'on regarde surtout, c'est les ressources que composent les fintech. Donc, on est également dans une démarche interne d'innovation, à partir de notre connaissance de la banque, du monde financier, de nos historiques, et on essaye d'identifier des personnes capables de pouvoir retranscrire cela en produits bancaires, en solutions technologiques. Et ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les aspects de sécurité. Plus on étend le réseau et plus on a de clients, évidemment, plus on est vulnérable. Donc les aspects sécurité nous intéressent, et également les aspects liés au scoring. Tout ce qui est scoring, scoring, tout ce qui est modélisation, taux de défaut et autres. Donc, qui est un élément clé de la gestion du risque, bien entendu, d'une banque. Alors avant de conclure sur la finance participative, un petit mot avec vous. Nuno, là aussi, cabinet d'avocats Steering Legal, il y a des dossiers qui arrivent, que vous regardez, enfin qu'on vous apporte, qu'il faut sécuriser juridiquement, de fintech ou de start-up africaines essentiellement, mais pourquoi pas des start-up françaises qui cherchent à s'implanter en Afrique? Alors, encore de fintech, très peu, même pas du tout, même. Voilà. En revanche, de start-up qui souhaitent développer leur activité avec l'Afrique, oui, beaucoup. Beaucoup, même s'il y a une sorte de crainte, de fantasme de l'Afrique, on ne sait pas comment y aller. Et c'est là où je pense que nous devons avoir un travail de pédagogie vis-à-vis de ses clients. L'Afrique, ce n'est pas que des débouchés, l'Afrique, c'est aussi une terre d'investissement. Et c'est dans cette nouvelle optique que ces startups souhaitent investir là-bas. Alors Arnaud Ventura, avant de passer la parole à la salle d'ailleurs, si vous voulez, puis après il y a Bruno Bettling, vous verrez, qui viendra nous faire un speech sur comment il voit la digitalisation de l'Afrique, le patron Afrique-Moyen-Orient d'Orange, qui est un fidèle de ce rendez-vous. Alors juste avant... Et un de nos investisseurs, donc on le remercie.
et un de nos investisseurs de private equity, donc on les remercie. Il perd jamais le nord, hein, quand même, hein, Stéphane. Bravo. Alors, le crowdfunding, voilà, la finance participative. Alors, est-ce que ça vous intéresse là aussi, Arnaud Ventura, ou est-ce que c'est limité? Il n'y a pas beaucoup de plateformes hein, aujourd'hui qui sont sur l'Afrique. C'est quelques dizaines de millions, bon voilà. Et puis ça, le caractère très social, peut-être, je sais pas. Ça vous intéresse ou pas particulièrement? Vous y croyez? Ça m'intéresse à titre anecdotique, mais en termes de business, c'est pas quelque chose sur lequel on mise, nous. Pour revenir Pourquoi? Parce on pense qu'il y a un certain nombre d'étapes préalables avant que ça décolle, pour que ce soit intéressant pour nous. Et notamment, une des étapes préalables, c'est d'offrir à nos clients la possibilité d'accéder via le téléphone mobile à des services financiers de base. Ensuite, ils pourront se mettre à crowdfunder des projets. Donc c'est la digitalisation. Ça pourrait remplacer la tontine en quelque sorte, non? Avec cette Oui, dimension sociale, en théorie, locale, oui. etc. En théorie, oui. En pratique, il faut effectivement un niveau d'accès au digital ou aux services financiers sur mobile un peu plus élevé que ce qui existe. Mais en théorie, oui. Ouais. Francisco de Musso, vous en pensez quoi, vous, du crowdfunding en Afrique? Encore une fois, j'avais les chiffres, hein, c'est maximum 30 à 50 millions par an hein, sur tout le continent, les plateformes, ce qui est levé. Oui, tout à fait. Les plus grosses estimations sont autour de 100-150 millions. Oui, ça reste extrêmement marginal comme phénomène. Je pense que l'Afrique n'a pas attendu les mouvements technologiques pour être présent. C'est des systèmes de financement qui existent depuis plusieurs années. Vous l'avez cité vous-même par le système de tontine et d'accompagnement au sein des différentes coopératives. C'est quelque chose qui existe déjà, qu'on a du mal à évaluer, où il y a très peu de statistiques. L'enjeu maintenant, c'est de voir comment la technologie peut pouvoir permettre d'augmenter ou d'accroître les montants collectés. Je pense que pour le moment, on en est encore loin. On en est encore loin. Stéphane, là aussi, il pourrait y avoir des dossiers de plateformes de crowdfunding qui arrivent sur votre bureau que vous pourriez regarder ou pas particulièrement? Non, je pense qu'à ce stade du panel, vous avez compris que la réponse à la question qui, je crois, les solutions innovantes pour accompagner les transformations, je crois le titre du panel, pour nous, c'est plutôt déjà d'avoir des cabinets d'assurance qui sont bien capitalisés et qui peuvent faire servir leurs clients, des banques bien capitalisées qui peuvent faire face à ce risque crédit. Quand on voit la masse de capital nécessaire pour les assurances dans les années à venir, et l'assurance aviation est une solution innovante pour le développement, voilà, déjà ça me paraît très innovant, s'assurer que les grands cabinets d'assurance soient bien capitalisés, qu'il n'y ait pas de faillite en chaîne, et donc de bien faire déjà l'économie très traditionnelle. Je pense que ça me paraît déjà très important. Allez, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne sais pas s'il y a un micro baladeur. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait à peu près le tour sur donc ces questions de solutions innovantes, hein, que ce soit dans le bancaire, dans le private equity, les PPP, les fintech, la finance participative? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Non? Alors, avant que nous ne retrouvions Bruno, peut-être une dernière petite question avec vous, toujours Francisco, puis peut-être les autres si vous voulez réagir. Bon, vous me disiez, il y a quand même la mise à disposition des bailleurs qui ne sont pas assez, hein, c'est toujours l'éternel sujet sur le financement long terme des entreprises et qui sont trop sur des sujets d'infrastructure. Bon, il y a Proparco, hein, par exemple, qui peut jouer son rôle, mais vous pensez qu'il faut aller plus loin et puis avoir des systèmes de garantie qui permettent de mieux ficeler ces projets à destination du privé? Oui, tout à fait. Je pense qu'on l'a suffisamment dit cette matinée. Le continent regorge d'opportunités. Encore une étude de McKinsey de l'année dernière qui disait que le système bancaire en Afrique est le deuxième au monde en termes de croissance et de rentabilité. On pourrait lister tout un certain nombre de secteurs qui sont dans ce cas de figure. Tout cela pour dire qu'on a besoin de ressources. Nous, acteurs bancaires africains, nous savons faire, nous avons su faire, nous voulons faire, nous devons faire. Et nous avons besoin davantage de ressources pour pouvoir accompagner le financement des économies. C'est à ce titre que je lance un appel à l'ensemble des acteurs, des bailleurs de fonds internationaux, des fonds d'investissement qui, eux, justement, ont ces ressources-là. Et je pense qu'il va falloir développer un partenariat gagnant-gagnant qui soit de plus en plus fort et surtout plus orienté privé. Privé, puisqu'quand on parle de rentabilité, effectivement, l'impact et la viabilité est au rendez-vous. Nounou, un petit mot à conclure là-dessus, sur le sujet? Oui, alors des financements, il y en a beaucoup en fait en Europe à aller chercher, énormément, parce que l'Europe a beaucoup d'argent et l'Europe, c'est une volonté politique que de vouloir développer l'Afrique et développer son activité en Afrique.
Il faut simplement que les acteurs du secteur privé sachent comment aller chercher ces financements. Et je pense qu'il doit y avoir une véritable volonté politique, comme il y en a dans d'autres pays. On a cité tout à l'heure la Chine, et notamment avec Exim Bank. Le Brésil, il y a encore quelques années, investissait considérablement en Afrique à travers le BNDES, qui est la banque de développement des activités. Donc je pense qu'il y a vraiment une pédagogie à avoir avec les investisseurs privés français pour qu'ils aillent chercher les financements là où ils sont, et il y en a beaucoup. Alors, avant que, je ne sais pas si Bruno Mettling est arrivé, est-ce qu'on peut me prévenir s'il est en train d'arriver, c'est ça, Christine? Peut-être aller voir s'il est en train d'arriver. Arnaud, Baobab, les principaux pays maintenant que vous allez commencer à cibler, hein, j'en ai cité pas mal, hein, la RDC, le Zimbabwe, Madagascar, le Burkina Faso récemment, là, bon, un certain nombre de pays qu'on connaît. Quels sont les pays que vous pourriez cibler sur le microcrédit en Afrique? Donc ça, c'est les pays où nous sommes déjà. On est déjà dans une dizaine de pays en Afrique. Dans les 2 prochaines années, il est possible qu'on ouvre de nouveaux pays, mais notre priorité principale, c'est d'accélérer tout ce qui est digitalisation. Je vous le disais l'année dernière. Ça coûte cher, et donc il faut. Et donc c'est pas que ça coûte cher, c'est que ça exige une vraie transformation de l'entreprise, une vraie transformation des habitudes clients. Il y a 2 ans, aucun de nos clients ne faisait de transactions avec nous sur le téléphone mobile. L'année dernière, c'est 50%. Moi, mon ambition, c'est que dans les 2 à 3 ans à venir, ce soit 80% de nos clients qui ne viennent plus dans nos agences, mais qui utilisent le mobile pour travailler avec nous. Donc ça, c'est l'investissement principal et c'est l'objet de notre transformation principale. Mais citez-nous quand même 1 ou 2 pays qui pourraient vous intéresser, parce que si vous y allez, c'est qu'on se dit que c'est bon signe pour le pays. Non, il y a beaucoup de pays qui nous intéressent. Le pays que j'ai en tête en ce moment, qui est le moins classique, c'est l'Éthiopie, mais qui est un pays très compliqué, dans lequel il est très compliqué d'investir. Mais voilà, mais il y a beaucoup de pays qui nous intéressent. Oui, c'est un pays en plein développement, mais qui a effectivement un espèce de capitalisme national très protecteur, avec de très très grosses barrières, et très très difficile évidemment en termes de gouvernance pour le privé à attaquer. Mais c'est intéressant ce que vous nous disiez. Puis il y a peut-être d'autres pays, style Malawi, Ouganda, enfin voilà, la liste est longue, hein, évidemment. Exactement. Sur les 54 pays d'Afrique qui peuvent donc vous rejoindre dans l'aventure de Baobab. J'aimerais bien qu'on les applaudisse là aussi chaudement, parce qu'ils nous ont dit beaucoup de belles choses.